Unité 9. Que s'est-il passé? Unité 9, situation 1. Je suis en train de peindre. Tu réponds? Vas-y, toi, je suis en train de faire la vaisselle. Et moi, je suis en train de mélanger la peinture. Écoute, j'ai les mains mouillées. Et moi, j'ai les mains sales. Dépêche-toi, il va raccrocher. Ça y est, il a raccroché. Qui a téléphoné? Je ne sais pas. Quoi, vous n'avez pas répondu? Écoute, j'étais en train de faire la vaisselle. Et moi, je suis arrivé trop tard, j'étais en train de peindre. Mais c'était peut-être Philippe. Vous exagérez quand même. Unité 9, situation 2. Mon cheval a perdu. Regarde. Viens voir, vite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je gagne. J'ai le 8. Il est en tête. Il est en train de gagner la course. Il va sauter. Ça y est, il saute. Oh, zut, il est tombé. Mon cheval a perdu. Toi, tu gagnes jamais. C'est pas la peine de jouer. Unité 9, situation 3. L'autostop. Ah, te voilà enfin. Je suis crevée. Ça fait 24 heures que je voyage. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 24 heures? Hier soir, j'ai trouvé une voiture à Saint-Tropez. On est tombé en panne sur l'autoroute. On a attendu 2 heures et ils m'ont laissé à Lyon ce matin. J'en ai trouvé une autre à midi. On s'est trompé de direction, on s'est retrouvé en sens inverse. Ils se sont arrêtés pour bouffer, ils ne m'ont pas invité. Comme j'avais plus de fric, je suis restée sur le parking. Il y a un mec qui a voulu m'inviter, mais j'ai refusé parce qu'il avait une sale gueule. Tu ne peux pas parler correctement. Tu sais bien que je déteste ce vocabulaire. Si c'est tout ce que tu as à me dire, moi je vais me coucher. Unité 9, situation 4. Il y a eu de la casse. Et t'as vu, il y a eu de la casse encore. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas lu les journaux? Il y a eu une manif hier après-midi. Ils ont manifesté? Qui ça? Les étudiants. Qu'est-ce qu'ils veulent encore, ceux-là? Ils veulent davantage de profs. Encore des gauchistes, naturellement. Oh, toi, avec tes idéariaques. Ouais, en tout cas, il y a eu de la bagarre. Et qui a cassé les vitrines? C'est les casseurs, c'est pas les manifestants qui ont cassé les vitrines. Et comment, ils se sont bagarrés? Ils ont jeté des pierres, ils ont lancé des cocktails Molotov, ça a bardé, il y a eu des blessés. Et les étudiants, ils avaient pas des matraques? Non, même la police l'a reconnu. Toi, t'es toujours contre les manifs. Et moi, je suis contre la violence. Unité 9, situation 5. J'ai essayé d'appeler. Il est 9h30, ils ne sont pas encore là. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ils sont à l'heure d'habitude. Ils ont peut-être eu un accident? Oh, toi, tu vois toujours tout en noir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Peut-être que leur voiture n'a pas démarré. Ils gèlent ce soir. Ou bien ils ont perdu notre nouvelle adresse? Je crois qu'ils ont oublié, tout simplement. Ça m'étonnerait. Ce n'est pas leur genre. Je vais les appeler. Allô, Chantal? Mais qu'est-ce qui vous arrive? On vous attend. Ah, enfin, c'est vous. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois. Mais nous n'avons pas bougé. Vous avez téléphoné? Quel numéro est-ce que vous avez fait? J'ai fait votre numéro, le 633 11 11. Mais vous savez bien que nous avons changé de numéro. Maintenant, nous avons le 320 11 11. C'est vrai. Excusez-moi, je ne l'ai pas noté, j'ai oublié. Alors, vous venez? Mais non, je suis désolée, nous ne pouvons pas. Figurez-vous qu'il nous arrive un... Unité 9, situation 6. Gilles a-t-il un alibi? Voulez-vous me donner votre emploi du temps de vendredi 11 mars, à partir de 16 heures? Oui. Oui, voilà. À 16 heures, je suis sorti de chez moi. J'ai marché, puis je suis allé à pied au bar des Lilas. Oui.
On vous a vu là-bas vers 16h30. Le patron a dit que vous aviez beaucoup bu. Beaucoup? Non. Juste un verre ou deux. Vous êtes reparti, paraît-il, vers 18h, non? Ensuite, je suis allé au cinéma. Au Rex. Quel programme? Drôle de drame. Je me suis renseigné. Drôle de drame n'était projeté qu'à 21h. Alors, je dois me tromper. L'heure, vous savez... qu'avez-vous fait entre 18h et 21h? J'ai marché. J'ai traîné dans les rues de la ville. L'impasse du Levant, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est au port. Je connais, oui. Mais j'y suis pas allé ce jour. Non. Non. Ah oui, je me rappelle. J'ai suivi les quais. J'ai marché tout doucement. Il faisait beau. Du bar jusqu'au cinéma Rex. Il y a 800 mètres environ. 3 heures pour 800 mètres. C'est tout de même beaucoup. D'autre part, il faisait beau, certes. Mais à partir de 7 heures du soir, il fait nuit. Vous dites que vous vous êtes promené 3 heures au bord de quai mal éclairé. Alors, essayez de vous rappeler. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé impasse du Levant? L'impasse du Levant? Non. Non, j'ai peut-être été dans le coin, mais je suis pas entré dans l'impasse. Je suis pas allé chez Lily. Bon, nous y voilà. Vous connaissez Lily? Oh, un peu seulement. Une bonne copine d'autrefois. D'ailleurs, tout le monde connaît Lily dans le coin. Elle a été tuée ce jour-là à 20h. Unité 9. Exercice à choix multiples. Voici 3 phrases. Une seule correspond à la situation. Dites si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Situation 1. Je suis en train de peindre. Le téléphone est en train de sonner. Personne ne peut répondre. Personne n'a envie de répondre. Tout le monde se précipite pour répondre. La femme est en train de faire la cuisine. Le mari est en train de mélanger la peinture. Le mari a mélangé la peinture. La personne qui téléphone raccroche et rappelle. Le téléphone ne sonne que 3 fois. La personne qui appelle raccroche en pensant qu'il n'y a personne. La femme voulait répondre, mais elle n'a pas pu. La femme n'a pas voulu répondre. Le mari n'a pas entendu le téléphone sonner. La fille reproche à ses parents de ne pas avoir répondu. Les parents s'excusent de ne pas avoir répondu. La jeune fille pense que c'était une amie. Situation 3. L'autostop. La jeune fille est morte de fatigue. La jeune fille est en pleine forme. La jeune fille est un peu fatiguée. La jeune fille a mis 24 heures pour rentrer du midi en autostop. Elle a trouvé une voiture qui l'a prise en stop de Saint-Tropez à Paris. Elle est rentrée en voiture avec des amis et ils ont eu un accident. La jeune fille a loué une voiture à Saint-Tropez. Elle a fait de l'autostop à partir de Saint-Tropez. Des amis l'ont déposée à Saint-Tropez. Ils ont crevé sur l'autoroute. Ils sont tombés en panne sur l'autoroute. Ils ont un pneu qui a éclaté sur l'autoroute. Elle s'est fait inviter à déjeuner à Lyon. Elle a attendu 2 heures à Lyon avant de trouver une autre voiture. Elle n'a pas trouvé de voiture et elle a dû prendre le train. La jeune fille parle comme on parle dans sa famille. Elle parle argot comme beaucoup de jeunes de son âge. Son père accepte très bien sa manière de parler. Situation 4. Il y a eu de la casse. Il y a eu une manifestation la veille. Des malfaiteurs ont cassé les vitrines pendant la nuit. Les syndicats ont manifesté le jour même. C'était une manifestation du MLF.
C'était une manifestation d'étudiants. C'était une manifestation organisée par les syndicats. Les deux ouvriers ne sont pas d'accord sur les responsabilités. Un des ouvriers accuse les étudiants d'être réactionnaires. Un des ouvriers a participé à la manifestation. Il y a eu des bagarres entre les manifestants et la police. Il y a eu des bagarres entre les commerçants du quartier et les casseurs. Il n'y a pas eu de blessés. Le premier ouvrier accuse la police d'être responsable des bagarres. Le deuxième ouvrier accuse les étudiants d'être bourgeois, nantis et irresponsables. La police a reconnu que les étudiants n'avaient pas de matraque. Situation 6. Gilles a-t-il un alibi? Gilles prétend être rentré chez lui à 4 heures de l'après-midi. Gilles prétend être sorti de chez lui à 4 heures de l'après-midi. Gilles est allé au bar des Lilas à 4 heures de l'après-midi. Au bar des Lilas, on l'a vu boire 1 ou 2 verres. Au bar des Lilas, il prétend qu'il n'a bu qu'un verre d'eau. Au bar des Lilas, on l'a vu boire beaucoup. Gilles dit qu'il a oublié ce qu'il avait fait ce soir-là. Gilles dit qu'il est ressorti du bar vers 6 heures du soir. Gilles dit qu'il a quitté le bar et qu'il y est retourné une demi-heure plus tard. Ce soir-là, on projetait Drôle de drame à 18 heures. Ce soir-là, on ne projetait Drôle de drame qu'à 21 heures. Ce soir-là, on ne projetait pas Drôle de drame. Gilles affirme qu'il n'est pas rentré dans l'impasse du Levant. Gilles affirme qu'il ne connaît pas Lily. Gilles se trouble quand on lui parle de Lily. Unité 9, à lire et à découvrir. Quelques extraits de presse. Un brochet de 32 livres pêché à Celle-Saint-Denis. Belle prise pour un citoyen de Saint-Viâtre, M. Julien Baudin, qui pêchait dans la Sauldre à Celle-Saint-Denis voici une quinzaine de jours. Avec l'aide de son beau-frère, M. Giraud de la Ferté-Saint-Aubin, il a tiré de l'eau un brochet de 120 cm de long et d'un poids de 32 livres, qui est allé rejoindre plusieurs poissons de belle taille dans le congélateur. Pour le réveillon de fin d'année, l'heureux pêcheur pourra inviter toute sa famille et ses amis. Le maire de Rochefort avait giflé une jeune fille, 1 franc de dommages et intérêts. La Rochelle. Le maire de Rochefort-sur-Mer, M. Jean-Louis Fraud, a été condamné par le tribunal de grande instance de cette ville à verser 1 franc de dommages et intérêts à une jeune fille, mademoiselle Catherine Lannoy, 20 ans, qu'il avait giflée. Cette histoire remonte au mois de juin dernier. M. Fraud avait été réveillé dans la nuit par un groupe de personnes manifestant leur mécontentement sur la gestion de la ville. Le maire excédé était descendu et une bousculade avait eu lieu sur le pas de sa porte. Le maire avait alors giflé la jeune fille et avait été lui-même pris à partie par un membre du groupe, M. Gérard Lacoste. Ce dernier a été condamné à 800 francs d'amende. Bergeron à l'Élysée, pour ou contre la politique conventionnelle. Reçu hier par François Mitterrand à l'Élysée, André Bergeron a plaidé la cause de la politique conventionnelle. Elle est nécessaire en tant qu'élément de défense des intérêts des salariés et en tant qu'élément de stabilité dont le gouvernement, dans le contexte de crise économique, a autant besoin que les gouvernements précédents, a-t-il affirmé au président de la République. Par ailleurs, M. Bergeron a souhaité que les modifications apportées au système d'indemnisation du chômage ne soient pas rétroactives. Manifestation et embouteillage hier dans la capitale. Des milliers d'agents EDF-GDF de toute la France ont participé hier à une marche sur Paris. Les manifestants, 10 000 selon la police, ont beaucoup marché du siège du Gaz de France jusqu'à l'Assemblée nationale, de là au ministère de l'Industrie, puis aux Invalides. À 13 h, on s'est arrêté pour pique-niquer sur l'esplanade. Aux Invalides, petit à petit, la manifestation revendicative s'est transformée en véritable foire. Vers 15 h, les manifestants se regroupent et se dirigent vers l'Assemblée nationale. Mais ils sont arrêtés par un puissant barrage de CRS. À 16h30, tout est fini et l'on remonte dans les cars. La baguette à 60 centimes chez Leclerc. Le Mans.
Pendant 2 heures hier soir, environ 200 artisans boulangers de l'agglomération du Mans ont manifesté et exprimé leur colère, bloquant partiellement l'accès du parking de l'hypermarché Leclerc d'Allonnes. Ils protestaient contre ce que le Sidunati appelle une concurrence déloyale contre laquelle ils ne peuvent lutter. En effet, le magasin Leclerc affiche 60 centimes la baguette et 1 franc le pain de 400 grammes. 60 centimes, ont expliqué les boulangers, c'est tout juste le prix de la farine. Nous ne pouvons pas supporter de telles pratiques. Tout ce que nous voulons, c'est vivre. Les manifestants qui ont cherché en vain la direction de l'hypermarché s'en sont pris verbalement au cadre du magasin et ont assuré qu'ils reviendraient, mais cette fois, non plus pacifiquement. Unité 9. Pratique de la langue. J'aime qu'on m'aime. Quand j'étais petit, je faisais semblant de croire au Père Noël. Et quand j'écrivais ma lettre au Père Noël, je me disais, ce sont les grandes personnes qui croient au Père Noël. Elles étaient bien attrapées. À mon premier rendez-vous, j'étais venu avec un bouquet de fleurs. La jeune fille m'a dit, « Pour qui tu me prends ?» J'ai dû avoir l'air tellement ahuri qu'elle m'a planté là. J'aurais peut-être dû lui apporter des bonbons. Quand j'ai eu mon premier boulot, mon patron m'a demandé si je vivais chez mes parents. J'ai dit que oui. Alors il m'a mis au SMIC. Quand j'ai raconté ça à mon père, il m'a vidé de la maison. Les parents sont bizarres. Quand je me suis marié, le maire m'a demandé si je voulais prendre pour légitime épouse la femme que j'aimais. J'ai répondu « Épouse, oui. Légitime, non. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça a fait toute une histoire. Chaque fois que j'ai eu un enfant, j'espérais que ce serait un garçon qui porterait mon nom. J'ai eu 6 filles, histoire d'avoir un garçon. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Quand je me demande si on m'aime, j'ai beau chercher, je ne trouve pas grand monde. Il y a bien mon chien. Et puis le clochard à qui je donne 5 francs tous les dimanches. C'est dommage, pourtant, je suis gentil avec tout le monde. Qu'est-ce que je leur ai fait ? Unité 9. Poème. Il a tout vu, il a tout lu, et puis un jour, il a tout bu. Vous l'avez su ? Déjeuner du matin. Poème de Jacques Prévert. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Et il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie sans une parole,
sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Unité 9. L'immigré. Poème à la manière de Jacques Prévert. Il est entré. Il a cherché le coin le plus sombre, à droite du bar. Il s'est assis tout au bord de la chaise. Il a jeté un regard autour de lui. Personne ne le regardait. Il a fermé un instant les yeux, comme pour se reposer. Le garçon s'est approché. Il lui a demandé un café. Il a jeté un regard autour de lui. Personne ne le regardait. Il a posé ses mains à plat sur la table, puis il les a retirées. Il s'est frotté le menton d'un geste machinal. Il a tâté l'intérieur de sa veste. On a apporté le café noir. Il l'a bu d'un trait, sans sucre. Il a fouillé au fond de sa poche. Il a posé 3 francs sur la table sans lever les yeux. Il est sorti. Personne ne l'avait regardé. Unité 9. Exercice de style. Raymond Queneau. Extrait. Récit. Un jour, vers midi du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son pardessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents. Exclamation. Tiens, midi. Temps de prendre l'autobus. Que de monde. Que de monde. Ce qu'on est serré. Marrant, ce gars-là. Quelle trombine. Et quel coup. 75 cm. Au moins. Et le galon. Le galon. Je l'avais pas vu. Le galon. C'est le plus marrant. Ça, le galon. Autour de son chapeau. Un galon. Marrant. Absolument marrant. Ça y est, le voilà qui râle. Le type au galon. Contre un voisin. Qu'est-ce qu'il lui raconte? L'autre lui remarcher sur les pieds. Ils vont se fiche des gifles. Pour sûr. Mais non. Mais si. Vas-y. Vas-y. Mords-y l'œil. Fonce. Cogne. Mince alors. Mais non. Il se dégonfle. Le type. Au long cou. Au galon. C'est sur une place vide qu'il fonce. Oui. Le gars. Eh bien. Vrai? Non. Je ne me trompe pas. C'est bien lui. Là-bas. Dans la cour de Rome. Devant la gare Saint-Lazare. Qui se balade en long et en large. Avec un autre type. Et qu'est-ce que l'autre lui raconte? Qu'il devrait ajouter un bouton. Oui,
Un bouton à son par-dessus. À son par-dessus. Désinvolte. Je monte dans le bus. C'est bien pour la porte Champéret? Vous savez donc pas lire? Excuse. Il moue mes tickets sur son ventre. Voilà. Merci. Je regarde autour de moi. Dites donc, vous! Il a une sorte de galon autour de son chapeau. Vous pourriez pas faire attention? Il a un très long cou. Non, mais dites donc! Le voilà qui se précipite sur une place libre. Eh bien, je me dis ça. Je monte dans le bus. C'est bien pour la place de la Contrescarpe? Vous savez donc pas lire? Excuse. Son orgue de barbarie fonctionne et il me rend mes tickets avec un petit air dessus. Voilà. Merci. On passe devant la gare Saint-Lazare. Tiens, le type de tout à l'heure. Je penche mon oreille. Tu devrais faire mettre un autre bouton à ton par-dessus. Il lui montre où? Il est trop échancré, ton par-dessus. Ça, c'est vrai. Eh bien, je me dis ça. Unité 9. L'étranger d'Albert Camus. Extrait. Mon avocat est arrivé, en robe entouré de beaucoup d'autres confrères. Il est allé vers les journalistes, a serré des mains. Ils ont plaisanté, ri, et ils avaient l'air tout à fait à leur aise, jusqu'au moment où la sonnerie a retenti dans le prétoire. Tout le monde a regagné sa place. Mon avocat est venu vers moi, m'a serré la main et m'a conseillé de répondre brièvement aux questions qu'on me poserait, de ne pas prendre d'initiative et de me reposer sur lui pour le reste. Nous avons attendu très longtemps, près de 3/4 d'heure, je crois. Au bout de ce temps, une sonnerie a retenti. Mon avocat m'a quitté en disant « Le président du jury va lire les réponses. On ne vous fera entrer que pour l'énoncé du jugement. » Des portes ont claqué. Des gens couraient dans les escaliers dont je ne savais pas s'ils étaient proches ou éloignés. Puis j'ai entendu une voix sourde lire quelque chose dans la salle. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence. Et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné ses yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps, parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Il m'a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c'était de la considération. Les gendarmes étaient très doux avec moi. L'avocat a posé sa main sur mon poignet. Je ne pensais plus à rien. Mais le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. J'ai réfléchi. J'ai dit non. C'est alors qu'on m'a emmené.